Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est bon, on est live? Je crois qu'on est live, oui. Ok, parce que je voyais pas en partageant l'écran. Donc bonjour tout le monde et bienvenue, merci de vous être connectés, de nous rejoindre sur ce webinaire. Je suis Damien Martin, je suis partner manager chez Didomi et je suis accompagné donc de Mégane, Bonjour. donc Mégane Duval qui travaille chez Kaora Partners et on va vous présenter ce webinaire sur les 3 erreurs à ne plus commettre à propos des cookies sur son site internet. Donc pour nous présenter, Didomi, nous sommes une start-up française créée en 2017 et nous sommes spécialistes du consentement, donc spécialisés dans le recueil, le stockage et le partage du consentement au niveau des cookies. On a 2 produits que nous commercialisons, la CMP, Consent Management Platform, et le Preference Center. Et donc sur les 3 dernières années, on a convaincu plus de 200 clients dans 18 pays, dont des acteurs comme Rakuten, Orange, Michelin, Decathlon, Ilti, le groupe Les Échos, l'équipe, et des Espagnols comme le Grupo Godo, etc. Quant à Kaora Partners, on est un cabinet de conseil qui a été créé en 2017, donc bientôt 4 ans, et qui aujourd'hui s'inscrit dans une multitude d'activités. On va retrouver du conseil dans tout ce qui va être secteur public, mais également et surtout, j'ai envie de vous dire, dans l'accompagnement à la mise en conformité au RGPD. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a l'habitude d'accompagner des clients dans aussi bien de la réalisation de la mise en conformité à travers des chantiers d'élaboration de registres ou autres, mais également dans tout ce qui va être accompagnement des DPO, ou même encore de l'externalisation des PO, et on est présent un petit peu partout en France grâce à l'activité de nos consultants. Et c'est justement parce qu'on a un retour d'expérience aussi bien d'Idomi que Kaora sur l'utilisation de ces cookies qu'on a voulu faire ce webinaire aujourd'hui. Donc globalement, on voulait centrer le webinaire pour qu'il soit assez pratique et assez concret sur 3 cas précis. Le premier cas étant donc celui de la gestion de l'information à vos utilisateurs. Le deuxième, celui du recueil du consentement sur votre site internet lorsque l'utilisateur va naviguer, bien évidemment, sur celui-ci. Et puis, la gestion de vos partenaires et surtout de la relation que vous allez avoir avec vos partenaires. Et tout ça à travers le prisme de 2 délibérations qui ont été rendues en 2020, septembre 2020 par la CNIL, c'est-à-dire les recommandations sur l'utilisation des cookies et des traceurs, et puis les lignes directrices qui posent les règles qui sont relatives justement à l'utilisation de ces cookies et de ces traceurs. Donc avant qu'on commence vraiment sur le premier cas, je voulais juste faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude sur ce que c'est qu'un cookie, parce qu'on va en parler pendant 1 heure, donc ça pourrait être bien quand même qu'on se rappelle un peu de ce que c'est. Il ne faut pas oublier qu'un cookie, c'est un petit fichier qui va être stocké par un serveur sur le terminal d'un utilisateur. Donc ça peut être un ordinateur, un téléphone portable, bref, tout type d'appareil, et qui va être associé à un domaine web. Donc globalement, ce petit fichier, il peut être envoyé lorsqu'on va se reconnecter ultérieurement sur ce même domaine. Donc on a des cookies qui ont différents usages. Par exemple, on va avoir des cookies qui vont permettre de mémoriser l'identifiant d'un client lorsqu'il va sur le site marchand d'un prestataire. On peut avoir aussi, par exemple, la mémorisation du contenu du panier d'achat, ce qui est assez pratique quand on sait que Noël approche et qu'on a une liste de cadeaux qu'il faut sauvegarder dans son panier. Et globalement, vous avez une multitude de cookies et de catégories de cookies. Donc vous allez avoir les cookies qui sont nécessaires, comme je vous l'expliquais, par exemple, retenir les identifiants de connexion. Des cookies qui vont être plutôt statistiques, c'est-à-dire qui vont suivre les actions d'un internaute sur un site web. Des cookies internes, ou pour les bilingues, les cookies first party, qui sont déposés sur le site et qui vont collecter des données personnelles et qui vont servir potentiellement à des finalités publicitaires. Et puis, on a également les cookies tiers, ou les third party cookies, qui sont déposés par ou pour un site B, par exemple, sur votre site et qui vont permettre du coup à ce site B de voir quelles pages ont été visitées par l'utilisateur sur votre site. Donc on va commencer tout de suite avec l'information claire qui doit être communiquée aux utilisateurs. Cette information, aujourd'hui, elle est édictée dans plusieurs cas et elle se retrouve notamment au sein de la loi informatique et liberté qui nous dit dans son article 82 que tout utilisateur doit être informé de manière claire et complète par le responsable de traitement ou son représentant. Et puis, on a le RGPD dans son article 12, qui est celui qui est relatif à l'obligation de transparence. Son article 12 qui nous précise que pour justement que cette information elle soit claire, elle doit être communiquée de façon concise, de façon transparente, compréhensible, et puis aussi aisément accessible en des termes clairs et simples.
Donc, ça nous fait beaucoup de conditions pour que finalement, on accède à une information dite claire. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette information claire? C'est une information qui porte sur les cookies que vous allez avoir ou qui vont être déposés sur le terminal de l'utilisateur qui va naviguer sur votre site Internet. La CNIL, elle recommande très clairement que toutes les informations qui portent sur les cookies ou sur les traceurs soient vraiment identifiées à part de la politique de confidentialité que vous pouvez avoir sur votre site Internet. Donc ça, c'est déjà une première chose à laquelle il faut penser, c'est qu'il faut bien que cette information soit distincte du reste des informations qui peuvent figurer sur votre site. Et puis, on a une information qui peut être communiquée à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il va falloir concilier les exigences de clarté et de concision d'informations en identifiant à quel niveau on va indiquer telle ou telle information et à quel niveau on va préciser certaines justement informations. Et par le biais, par exemple, d'un lien hypertexte, mais Damien vous en parlera davantage tout à l'heure. Et ces informations à plusieurs niveaux, c'est ce qui va aussi conditionner la bonne assimilation des informations que vous allez porter à l'utilisateur ou en tout cas à l'internaute qui va naviguer sur votre site. L'information, il ne faut pas oublier qu'elle doit être adaptée au public. Alors, qu'est-ce que ça signifie très clairement? C'est qu'elle doit être formulée de manière intelligible et dans un langage qui va être adapté à l'utilisateur ou en tout cas à l'internaute qui va se connecter sur votre site Internet. Ce qui signifie que typiquement pour, je ne sais pas, en prenant un exemple, les sites Internet qui sont relatifs à des institutions qui vont gérer, par exemple, l'aide à des personnes qui vont être immigrées ou ce genre de choses, on va forcément avoir une population qui peut potentiellement ne pas parler anglais, enfin parler français, parler anglais peut-être aussi, parler français ou en tout cas qui ne va pas forcément comprendre des termes compliqués ou des termes qui vont être juridiques. Donc, il va forcément falloir que l'information qui soit publiée sur votre site Internet soit adaptée à ce type de population. Ce qui veut dire qu'on va forcément vulgariser certains concepts, on va vulgariser certains principes pour être sûr qu'ils assimilent bien cette information. À l'inverse, pour un site, un forum par exemple de gestion des DPO en France, des délégués donc à la protection des données, on va se retrouver là avec une information qui va être plus stricte, plus rigoureuse et peut-être plus juridique aussi. Évidemment, lorsque vous allez mettre à disposition cette information, il ne faut pas oublier cette notion de flat design, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va apparaître sur votre site Internet, parce que l'utilisateur peut très bien se connecter grâce à un ordinateur, mais il peut aussi se connecter avec un téléphone portable. Ce qui signifie donc que votre information, elle doit être adaptée et elle doit être digeste lorsque la personne se connecte sur votre domaine web. Et puis enfin, l'information, elle est forcément nécessaire puisque c'est elle qui va conditionner le recueil du consentement. Donc, on vous a donné ici un exemple de CMP avec l'affichage en fait des informations à l'utilisateur. Donc, on a deux niveaux. On commence à être assez habitué en ce moment. On a un premier niveau où la CMP va afficher en fait pourquoi on va avoir besoin de recueillir le consentement, à quoi va servir votre consentement. Donc le premier niveau est assez simple et il y a souvent la possibilité d'aller à un deuxième niveau en cliquant sur personnaliser mes choix ou en savoir plus, etc. Ou un deuxième niveau où là on va rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est le deuxième mock-up qu'on peut voir, où justement on va avoir le détail en fait de ce à quoi va servir votre consentement. Donc ça peut être de la publicité personnalisée, de la publicité géolocalisée, le partage sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi des analyses analytics, etc., etc. Et globalement, ce que vient de vous expliquer Damien, c'est ce qui permet d'expliquer justement que votre information, elle doit être complète. Au-delà de la faire figurer de manière claire sur plusieurs niveaux, par exemple, elle doit comprendre un certain nombre d'informations. Donc, on va par exemple avoir l'obligation de lister la typologie des cookies, comme vient d'expliquer Damien, donc analytics, etc. On va aussi avoir la finalité, c'est-à-dire qu'au-delà de la catégorie des cookies que vous allez indiquer, vous allez devoir aussi indiquer pourquoi vous vous en servez. Est-ce que c'est pour mesurer l'audience? Est-ce que c'est pour partager sur les réseaux? Vous allez potentiellement avoir plusieurs sous-finalités qu'il faudra donc indiquer. Et puis, il faut aussi penser à indiquer les conséquences de l'acceptation ou du refus du dépôt de ces cookies à l'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur doit prendre la pleine mesure des options qui lui sont offertes et donc il doit avoir forcément conscience de la portée de son consentement. Ça veut dire donc qu'au travers du design que vous allez avoir choisi, au travers de la manière dont vous allez les mettre en forme, il faut que l'utilisateur, lorsqu'il va cliquer sur accepter ou refuser, il ait conscience de ce que ça va impliquer après pour le reste de sa navigation.
Et puis, il faut aussi indiquer les moyens qui sont mis à disposition pour refuser les cookies et notamment comment il peut exercer son fameux droit de retrait. Et globalement, ça se mesure à travers plusieurs informations et notamment, on va exiger que le nombre d'actions à réaliser pour exercer son droit de retrait soit plus ou moins équivalent à celui qui va être nécessaire pour accepter le dépôt des cookies. Et puis enfin, il ne faut surtout pas oublier de lister l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le dépôt des cookies sur le terminal de l'internaute. Parce que globalement, si on ne sait pas à qui on va autoriser le dépôt des cookies, l'information ne pourra pas être claire ni complète. Donc, il y a toute une sorte de liste d'erreurs à ne plus commettre à partir de maintenant. C'est très simple. Vous ne pouvez plus parler de partenaires au sens large. Vous devez tous les identifier un à un. Vous ne pouvez pas faire un simple renvoi vers une page tierce sans mentionner un minimum d'informations sur votre page d'information dédiée au dépôt des cookies. Vous devez évidemment ne pas être vague sur les finalités, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire je dépose mes cookies pour améliorer votre expérience utilisateur, on va considérer que c'est beaucoup trop vague. On facilite bien évidemment l'accessibilité à cette information à tout moment et on fait en sorte que le bandeau d'informations soit suffisamment clair pour l'identifier. Donc en pratique, qu'est-ce que ça signifie ? Donc en pratique, pour votre site internet, il faut que l'information soit complète. Donc, comme l'a très bien dit Megan, il ne faut pas être vague et juste parler de partenaires. Il faut bien lister l'ensemble des partenaires. Il faut bien lister l'ensemble des finalités et faire le lien en fait entre telle finalité, ça sera tel partenaire, ou tel partenaire va utiliser telle finalité. Et en fait, donner l'information sur la finalité dont votre site a besoin. Donc, il y a la possibilité voilà, de faire une courte description et après pouvoir donner plus d'informations. Là, on a l'exemple du mock-up ici, en dépliant le snippet. Globalement, on se rend compte justement à travers les expériences qu'on peut avoir, aussi bien Damien chez Didomi que moi chez Kaora, qu'il y a en fait un ensemble d'actions qui peuvent être mises en place pour justement éviter de se retrouver avec une information qui ne serait pas claire ou qui ne serait pas complète et qui potentiellement pourrait vous exposer à des sanctions de la part des autorités de contrôle. La première chose, c'est que lorsqu'on va développer son site internet ou alors lorsqu'on va essayer de l'amplifier, de l'enrichir avec des informations, souvent on va avoir plusieurs équipes qui vont intervenir. On va avoir les équipes de com, mais on peut également avoir des prestataires externes qui peuvent intervenir pour développer le site, pour déposer justement un certain nombre de cookies. Et lorsqu'on a l'intervention de différentes équipes, on ne va pas forcément avoir la main sur l'ensemble des cookies qui vont être déposés, donc pas forcément l'information qui va être nécessaire. Et c'est en ça que la communication avec l'ensemble de vos équipes, l'ensemble de vos prestataires, elle est cruciale. Sans ça, vous ne pourrez pas avoir une information qui sera considérée comme claire ou comme complète. Et c'est davantage le cas lorsqu'on se rend compte que souvent, la personne qui va rédiger le contenu de l'information, donc par exemple sur votre politique de cookies, etc., c'est pas forcément la même personne, ce qui paraît logique, que celle qui va configurer le dépôt des traceurs. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce qui va être indiqué dans l'information que vous allez publier soit forcément réaliste et effectif par rapport à ce qui existe et ce qui se passe réellement sur votre site. Et puis évidemment, on va faire en sorte de respecter ce fameux principe de privacy by design qui est posé par le règlement européen sur la protection des données, qui nous invite à anticiper toutes ces questions relatives à la protection des données personnelles, relatives à la sécurité des utilisateurs. Et donc, ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est bien évidemment d'auditer votre site internet, c'est-à-dire régulièrement de refaire une passe pour vérifier que votre information elle est bien à jour, vérifier qu'elle est bien complète, vérifier que tous les mécanismes d'acceptation et de dépôt sont effectifs. Et puis, on va bien évidemment vérifier donc que le droit d'opposition, il est bien applicable. C'est-à-dire, on va éviter de faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur refuser, que finalement, on ait encore des cookies qui soient déposés sur son terminal. Et puis, vous pouvez bien évidemment utiliser, et c'est fortement conseillé, des outils qui vont vous permettre de scanner votre site pour identifier les cookies qui sont présents, et tout bonnement des outils qui vont vous permettre justement d'avoir une vision claire sur ce que vous avez sur votre site internet. Justement, là, Damien va pouvoir vous expliquer comment, en exemple, ça peut se matérialiser.
Donc là, j'ai pris un exemple live en fait d'une CMP. Donc on est sur le deuxième niveau de la CMP. Où voilà, on a un petit peu plus d'informations que juste le bouton accepter tout ou refuser tout. Donc on a plus d'informations sur l'ensemble des finalités qui sont présentes sur le site. On peut remarquer donc sur le premier screenshot qu'il y a trois catégories. En fait, il y a trois catégories de finalités. La première, ce sont les statistiques d'usage du site. Ensuite, il y a la personnalisation de l'expérience. Donc, vous avez remarqué que le site, il s'agit d'Orange. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui est la publicité personnalisée. Quand on déplie, c'est une possibilité, c'est une option qui est acceptée par la CNIL notamment. On peut tout à fait regrouper au sein de ces catégories différentes sous-catégories en fait, qui correspondent donc à diverses finalités. Donc ici, dans cet exemple, on a la statistique d'usage du site et en sous-catégorie, on a la personnalisation de l'expérience Orange et on aura donc la description de cette finalité qui explique à l'utilisateur pourquoi est-ce qu'on a besoin du cookie pour personnaliser l'expérience Orange. L'information, elle doit être aussi contenue par rapport à ce qu'on appelle les partenaires ou les vendors présents sur le site. Partenaires et vendors sont tous les acteurs en fait qui viennent se brancher sur votre site. Ça peut être des outils d'analytics, des régies pub, des réseaux sociaux pour pouvoir partager facilement vos articles. Et donc, dans la CMP d'Idomi, il y a un troisième niveau qui va présenter également les partenaires présents sur le site. Et donc, ici, on peut voir la liste de tous les partenaires qui sont présents sur Orange. Et quand on va cliquer, donc là, j'ai sur le deuxième screenshot, je clique donc sur le premier partenaire et on peut voir les finalités qui sont rattachées à ce partenaire. Dans le cas donc de 2020, qui est le partenaire d'Orange, on peut voir qu'il y a un traitement de données sur la base du consentement et il y a la liste en fait de ces finalités. Donc pour revenir sur le point qui est important, je pense que Megan a souligné, c'est important d'avoir un audit et un scan récurrent, alors pas forcément tous les jours évidemment, mais quand même à faire une veille sur votre site pour être au courant des partenaires et vendors présents sur le site. Parce que en fait, il peut arriver que certaines régies pub, en fait, et c'est inclus dans votre contrat avec cette régie, fassent appel à d'autres vendors que vous n'avez peut-être pas identifiés au début quand vous avez installé votre CMP. Et donc, c'est important de pouvoir faire cet audit régulier. Nous, avec Didomi, on a cet outil qui permet de faire un mapping très clair, en fait, et de voir qui communique avec qui au niveau des vendors et des partenaires présents sur le site. Donc ça, c'est un exemple encore qui est un exemple live qu'on a pris et pour vous présenter. Donc on peut voir voilà qu'il y a du Google Font, il y a du Google Analytics, il y a du Criteo, il y a un Tag Management System, il y a du Facebook, etc., etc. Donc important de pouvoir faire un audit et un scan régulier pour voir qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Et justement, c'est pour éviter typiquement les sanctions qu'on vous recommande ça, parce que vous n'êtes pas sans avoir appris, je pense, vu le retentissement médiatique qu'il y a eu, les sanctions qui ont pu être données à l'encontre de Google et d'Amazon. Et on voulait vous faire un petit focus justement sur la sanction qui a été donnée à Google, puisque donc déjà le montant est quand même extrêmement élevé. Et là, on arrive à 100 millions. Tout confondu entre les deux entités de Google, et surtout les motifs de la raison en tout cas qui a poussé la CNIL à adopter cette sanction, c'est que c'est très proche de ce qu'on vient de vous dire. Globalement, pour vous rappeler un peu le cas Google, on avait un utilisateur qui pouvait se rendre sur la page google.fr et on avait un bandeau d'informations qui s'affichait en pied de page. Et sur ce bandeau, on voyait une mention qui indiquait qu'il y avait un rappel qui concernait les règles de confidentialité de Google, mais sans plus. Et on avait deux boutons. Un bouton qui indiquait « me le rappeler plus tard » et un bouton « consulter maintenant ». Donc déjà, on est loin des boutons que nous a indiqué Damien juste avant. Ce bandeau, on se rend compte qu'il ne fournissait bien évidemment à l'utilisateur aucune information relative aux cookies. Ni à ce premier niveau-là, et ni même lorsqu'on cliquait sur consulter maintenant, c'est-à-dire on cliquait sur un lien qui nous renvoyait normalement vers une politique plus fournie, là encore, on n'avait aucune information donnée sur la gestion des cookies. Globalement,
là, on n'avait aucunement une information qui pouvait être considérée comme étant claire et complète. Et partant, on a donc eu cette sanction qui a été prononcée à l'encontre de Google. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous invite vraiment à être extrêmement vigilant sur l'information, puisque comme on vous l'a expliqué, l'information, c'est vraiment le point de départ de tout ce qui va vous permettre de mettre en place justement vos cookies et le dépôt des cookies et des traceurs sur le terminal de l'utilisateur ou de l'internaute qui va aller sur votre site internet. Donc globalement, est-ce que vous avez des questions sur ce premier cas relatif à l'information des Ouais, je te laisse prendre les questions, Mégane. Oui, bien sûr. Alors, il y a une première On va question. faire une petite pause si vous avez déjà des premières questions avant d'aborder le deuxième cas. Alors, on a une première question justement, Damien, de François qui nous demande l'impact qu'aura le site internet à la suppression des cookies dans les prochaines années. L'impact qu'aura le site internet sur la suppression des cookies? À la suppression des cookies dans les prochaines années. Globalement, quelles sont les conséquences, peut-être relatives à l'expérience utilisateur, de la suppression des cookies sur le site internet? Est-ce que ça va impacter l'expérience utilisateur? Est-ce que finalement, on va avoir un impact même sur les informations qu'on peut tirer en tant que prestataire ou quoi que ce soit? Ou est-ce que ça ne changera rien du tout? Selon quoi? Donc, je pense que ça, il va falloir creuser évidemment sur l'impact que va avoir le cookie-less sur l'expérience utilisateur. Et ça va dépendre en fait des technologies qui vont venir remplacer les cookies. Là actuellement, le web fonctionne toujours via dépôt de cookies. On verra donc qu'est-ce qui va venir remplacer cette techno-là dans le futur pour ne plus avoir de cookies, mais toujours pouvoir conserver l'expérience utilisateur. Je vais pas m'avancer parce que forcément j'ai pas forcément la techno maintenant, mais comment dire, à partir du moment où il y a une expérience utilisateur personnalisée, il y a besoin forcément de données privées. Donc dans tous les cas, il y aura encore des règles à respecter au niveau des partenaires et c'est normal. Les utilisateurs ont des droits, il faut les respecter. En fait, toutes ces nouvelles régulations, c'est pas, comment dire, je pense que les organismes publics sont pas là juste pour venir taper sur les doigts des méchants de la tech ou des propriétaires de sites internet. C'est juste de pouvoir faire respecter les droits d'utilisateurs. Et en tant que marque, c'est important de comprendre que les utilisateurs ont des droits et les respecter. C'est aussi renforcer en fait la confiance de vos utilisateurs vis-à-vis de votre marque. Je pense que c'est le message important. Et quelle que soit la techno dans le futur, la marque qui aura ce mindset-là, en fait, qui aura cet état d'esprit vis-à-vis des droits de ses utilisateurs, je pense en sortira gagnante, quelles que soient les technos utilisés. Globalement, on a également une autre question qui nous demande quel CMP, je pense que ça va te concerner d'autant plus là, Damien, quel CMP respecte le RGPD et quelles consignes de la CNIL on pourrait nous conseiller de mettre en place, en tout cas relatif à l'information. Donc déjà sur le CMP relatif à l'information, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Je peux vous conseiller Didomi dans un premier temps. Un peu tarte à la crème, mais on va y aller quand même. Non, en vrai, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Je pense que la majorité d'entre eux sont compliant. Ce qui est important avec une CMP, c'est pas tout d'avoir une CMP, et ça on va y revenir un petit peu après, c'est également sa configuration. La configuration de la CMP. C'est-à-dire que c'est bien, on peut avoir une CMP sur le site internet, mais si derrière on n'a pas bien configuré la relation de la CMP avec les partenaires et les vendors, et que tout le monde se déclenche alors que l'utilisateur a refusé de donner son consentement et que malgré tout tous les partenaires et vendors du site se déclenchent, bon là il y a un problème. On a beau avoir la meilleure CMP compliant, si la configuration n'est pas bonne derrière, ça ne sert à rien. Donc sur ce point-là, je pense qu'il y a des acteurs qui sont plus ou moins bons au niveau de la CMP. Je pense que la majorité d'entre eux sont compliant et ceux qui ne le sont pas vont s'améliorer d'ici le 31 mars parce que sinon ils seront tout simplement hors business. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis globalement, et puis pour répondre à la deuxième partie de la question, sur les conseils, les consignes de la CNIL qu'on peut vous conseiller, c'est bien évidemment de vous assurer que votre information va être complètement claire et puis de vous assurer lorsque vous allez
prendre un outil, donc par exemple un CMP, de vous assurer vraiment que ce CMP-là, il vous permette une certaine flexibilité de configuration pour être sûr que vous puissiez bien intégrer toutes les informations que vous voulez et que vous pouvez lister l'ensemble des cookies que vous souhaitez vraiment avoir sur votre site. Alors, j'ai vu que là, il y avait plein d'autres questions. Ouais. On va peut-être avancer sur le deuxième mais cas. par contre, restez avec nous jusqu'à la fin, on pourra répondre à ces questions-là. Et en tout état de cause, je vous précise dès à présent qu'on va avoir un livre blanc qui va être publié en janvier et qui va justement intégrer une FAQ qui va reprendre l'ensemble des questions que vous nous posez. Donc, même si on ne peut pas vous répondre tout de suite parce qu'on est pris par le temps, vous aurez une réponse d'une manière ou d'une autre sur ce que vous avancez. Donc justement, ça nous permet aussi de rebondir sur le deuxième cas qui est celui du recueil du consentement, parce qu'on parlait justement de ces outils de CMP. Le recueil du consentement, l'article 82 de la loi informatique et liberté, il nous précise que le consentement doit impérativement être donné au moment où on va avoir le dépôt de ce cookies, mais donc préalablement au dépôt, bien sûr, après avoir reçu cette information. Donc, c'est là, en soi, qu'on voit bien cette corrélation entre mon information va conditionner mon recueil de consentement. Évidemment, on va vous faire un petit rappel rapide des principes qui sont appliqués à ce consentement. Déjà, il ne faut pas confondre les deux types de consentement qui peuvent exister sur votre site. C'est-à-dire que, globalement, le consentement reste le consentement. Mais vous allez avoir une différence entre le consentement que vous allez collecter au moment où, typiquement, vous allez avoir une personne qui va remplir votre formulaire sur votre site Internet. Et à ce moment-là, on va vraiment être sur le consentement, comme on le connaît, de la base légale, une des 6 bases légales édictées par le RGPD. Et puis, le consentement au dépôt des cookies, qui là est vraiment différent, mais en même temps qui est un corollaire à ce principe-là. Le consentement préalable au dépôt des cookies sur le terminal de l'utilisateur, il est obligatoire. Globalement, le principe, il est simple. C'est si vous voulez déposer des cookies sur le terminal de votre internaute, vous devez impérativement recevoir son consentement. Toutefois, bien évidemment, on peut bénéficier d'exceptions qui vont nous permettre déjà, de nous soulager en tant que prestataire qui va gérer son site Internet, et deux, pour bien évidemment justifier la mise en place de certains cookies. Dans les recommandations de la CNIL, notamment à son article 5, dont vous pourrez aller jeter un œil, vous verrez que vous avez un ensemble de cookies qui vont vous permettre qui vont pouvoir être déposés sans recueillir le consentement préalable de l'internaute. Donc, il va s'agir, par exemple, de cookies qui vont repérer une préférence linguistique. Et à ce moment-là, on va stocker une valeur qui va simplement indiquer une langue préférée. Et à ce moment-là, ça sera susceptible d'être couvert par cette exception. On peut avoir les traceurs qui sont destinés à conserver le choix d'un internaute ou encore qui vont privilégier l'authentification d'un internaute. Là encore, la liste, bien évidemment, elle n'est pas exhaustive, mais on va pouvoir bénéficier d'exceptions, ce qui signifie qu'on va avoir, et pour répondre à l'une des questions qui étaient posées, des cookies qui vont pouvoir être déclenchés avant le consentement, puisque le consentement n'est pas requis. Bien évidemment, là, c'est une analyse au cas par cas qui va être nécessaire de réaliser. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la CNIL nous précise bien sur ces types de cookies qui ne nécessitent pas le recueil du consentement, qu'on a quand même une durée de vie qui doit être limitée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proroger automatiquement la durée de vie de ces cookies sous prétexte qu'on n'a pas besoin de consentement de l'utilisateur pour le déposer. Et en outre, il ne faut pas oublier que les informations que vous allez collecter par le dépôt de ce cookies doivent être conservées dans une durée maximale de 25 mois. C'est-à-dire qu'après 25 mois, c'est-à-dire les informations que vous allez recueillir après le dépôt, c'est 25 mois et ensuite vous le supprimez et vous devez à nouveau recueillir ces nouvelles informations. Donc, on comprend là que ce n'est pas parce qu'on a des cookies qui bénéficient d'exceptions qu'on ne peut pas respecter les règles qui sont relatives aux cookies, et surtout, qui dit exception ne veut pas dire absence d'information. Donc, même si vous avez des cookies qui ne nécessitent pas le recueil du consentement, vous allez vous rendre compte que vous allez quand même devoir informer les utilisateurs sur ces cookies-là, dans votre politique de cookies, dans votre bandeau d'information, etc., etc. Donc, on revient bien là à ce principe que le consentement ne pourra pas être valable s'il n'est pas éclairé, c'est-à-dire que s'il n'est pas complet quant à l'information des cookies qui peuvent être déposés. Donc, la CNIL, elle rappelle bien évidemment pas mal de choses, et puis elle rajoute aussi certaines règles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'acceptation globale relative à ces cookies, et à côté, ne pas avoir de refus, etc., etc. L'utilisateur doit pouvoir revenir sur sa décision à tout moment, mais Damien va vous en parler davantage tout à l'heure.
Le recueil doit bien évidemment intervenir avant le dépôt des traceurs, sauf cas exceptionnel des exceptions prévues au cas par cas. Le consentement est univoque, donc il doit se matérialiser par un acte positif. Et les acteurs doivent pouvoir, bien évidemment, rapporter la preuve de ce consentement que vous allez bien évidemment recueillir. Donc, on a vraiment un principe clé autour de ce consentement. C'est que sans oui, c'est non. C'est-à-dire que par Voilà. défaut, par défaut, quand l'utilisateur ne dit rien, n'a pas fait d'acte clair, d'action positive, c'est non. Il n'a pas donné son consentement. On ne peut plus, pour donner des cas un peu plus concrets que juste cette phrase, souvent, certains propriétaires de sites internet donnaient comme règle, si l'utilisateur a passé plus de, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 minutes par exemple sur mon site, l'utilisateur m'a donné son consentement pour que je puisse envoyer tous les cookies que je veux. Donc ça, c'est plus possible. Un autre cas d'usage qui était fait, c'était par exemple mon utilisateur a scrollé, est descendu sur la page du site internet et il a scrollé quasiment 80 ou 90% de la page. Donc pour moi, c'est un acte positif clair, sauf que non. L'acte positif clair doit être traduit par un clic sur le bouton je donne mon consentement, j'accepte le dépôt de cookies. Et si on n'a pas ça, il n'y a pas de consentement. C'est le principe clé sur le consentement qui est à retenir et qui vient un petit peu réguler cette pratique. Donc en pratique sur le site internet, ça se traduit par deux boutons, tout accepter ou tout refuser, pour donner son consentement ou refuser le dépôt des cookies. Donc ça, c'est un exemple d'une CMP premier niveau. En pratique, donc sur le site internet, l'utilisateur doit pouvoir être capable de revenir sur sa décision s'il le souhaite. Et donc, il doit pouvoir, par un simple clic, revenir sur sa décision, réafficher la CMP et pouvoir refuser les traceurs s'il le souhaite. Donc ça aussi, ça sera un point important à prendre en compte lorsque vous mettez en place une CMP, c'est de pouvoir donner l'opportunité à l'utilisateur de réafficher cette CMP. Donc le bouton refuser tout est assez effrayant pour beaucoup de propriétaires de sites internet, ce qui peut se comprendre. La CNIL est tolérant sur certaines alternatives à ce bouton tout refuser. Et donc sur ce mock-up de la CNIL propose donc un bouton en haut à droite, continuer sans accepter, qui permet en fait à l'utilisateur de tout refuser, et c'est un acte aussi simple donc que tout accepter. Mais il est un petit peu moins évident dans le regard de l'utilisateur si on compare avec le bouton tout refuser. Donc globalement sur ce point, nous ce qu'on s'est rendu compte vraiment sur le retour d'expérience qu'on peut vous faire, c'est que on se rend compte souvent que sur la gestion du consentement, c'est parce qu'on n'a pas forcément bien identifié les cookies qu'on avait, dans le sens où on n'a pas vérifié si déjà on pouvait bénéficier d'une exception ou pas. Bien évidemment, si on peut bénéficier d'une exception, ça nous enlève déjà une épine du pied, puisqu'on n'a pas forcément besoin de recueillir le consentement pour cela, et donc on peut déjà s'attarder sur d'autres typologies cookies qui pourraient être plus risquées, entre guillemets, en termes d'utilisation. Ce que vous allez devoir faire, évidemment, c'est de vérifier aussi que votre site internet ne soit pas rattaché à d'autres sites internet qui peuvent être les vôtres aussi. C'est-à-dire qu'on peut voir par exemple un site qui peut avoir une plateforme d'information, et lorsque vous allez cliquer sur un lien, vous allez retourner sur un site qui sera en lien et qui sera par exemple la plateforme de vente. Dans ces cas-là, on doit s'assurer aussi de la chaîne de consentement, on doit s'assurer que tout est valable sur chacun des sites et non pas sur le site principal sur lequel l'utilisateur va aller en premier lieu. Vous devez également vigiler le fait que le recueil du consentement doit respecter bien évidemment une certaine durée, c'est-à-dire que vous-même, en tant que gestionnaire de votre site, ce n'est pas parce que votre utilisateur a consenti une fois qu'il va reconsentir dans un certain nombre de mois. Donc, il faut donc
vigiler les durées de conservation des traceurs et des cookies que vous allez pouvoir déposer sur le terminal de l'utilisateur ou de l'internaute. Et puis, globalement, revoir régulièrement sa politique de conservation. Peut-être qu'à un moment T, vous allez avoir besoin de ces cookies pour une certaine durée. Et puis, au regard de l'évolution des technologies, au regard de vos besoins fonctionnels, opérationnels et commerciaux, peut-être que vous vous rendrez compte que cette durée, elle n'est pas forcément adaptée, soit parce qu'elle sera trop courte, soit parce qu'elle sera trop longue. Donc, il faudra forcément vérifier que les durées de conservation qui sont appliquées sont les bonnes et garantir d'une manière ou d'une autre la preuve du recueil du consentement. Alors la CNIL, elle nous a donné plusieurs tips, plusieurs astuces pour justement garantir que le recueil du consentement soit bien gardé, qu'on en ait bien la preuve. Vous pouvez aller dans des niveaux très élevés en récupérant les versions de code informatique que vous allez utiliser et puis les conserver, les mettre sous séquestre, etc. Donc là, ça peut forcément demander peut-être un peu d'engagement, un peu d'investissement. Sinon, plus simplement, vous pouvez aussi faire une capture d'écran du rendu visuel affiché sur le terminal de l'utilisateur qui peut être conservé de manière horodatée. Et vous pouvez également auditer régulièrement les outils que vous allez avoir mis en place ou développés en interne pour justement recueillir la preuve du consentement. Mais la meilleure manière, en tout état de cause, de garantir que le consentement a bien été recueilli, c'est d'utiliser des outils qui sont fiables, des CMP, comme par exemple celui d'Idomi, c'est le petit instant promotion, pour justement permettre et faire en sorte que dans la configuration que vous allez mettre, vous allez avoir des solutions de recueil qui seront adaptées à ce que vous avez besoin et puis adaptées à votre activité en lien avec ce fameux recueil du consentement. Ouais, donc pour terminer le placement de produit sur sur la preuve, sur la garantir la preuve du recueil de consentement chez Idomi par exemple, on garde cette preuve pendant 5 ans. Donc s'il y a un contrôle CNIL, si vous avez un contrôle CNIL sur les 18 derniers mois par exemple, et que vous êtes client d'Idomi, on a la possibilité de vous fournir la preuve de l'ensemble des consentements de vos utilisateurs sur les 18 derniers mois. Donc voici quelques exemples live de la mise en pratique en fait des boutons tout refuser. Donc on a un acteur ici, donc un gros acteur qui est Le Bon Coin, qui a pris son courage à deux mains et qui a mis son bouton tout refuser depuis quelques semaines sur sa CMP. Pour une fois, les cordonniers ne sont pas les plus mal chaussés, puisque chez Didomi, on a refait notre CMP également. Et on a ajouté aussi, en plus du bouton tout refuser, en haut à droite, la petite croix qui revient en fait à tout refuser. Ça rejoint un petit peu le mock-up que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce sont des habitudes d'utilisateur de savoir que en haut à droite, la petite croix signifie aussi fermer la fenêtre. Et dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas eu d'acceptation pour donner le consentement, le principe clé de la CNIL, enfin sur la partie consentement, c'est pas de consentement de l'utilisateur donné. Sur cette partie donc du dépôt de cookies, avant l'acceptation de la part d'utilisateur, il y a une sanction qui est tombée il n'y a pas longtemps par la CNIL, cette fois-ci à Carrefour, sur Carrefour Banque et Carrefour France, parce que la CNIL en fait a constaté que lorsqu'un utilisateur se connectait au site carrefour.fr ou sur le site carrefour-banque.fr, plusieurs cookies étaient automatiquement déposés sur le terminal de l'utilisateur avant même que l'utilisateur ait donné ou n'ait pas donné son consentement. Donc on va à l'encontre du principe clé du consentement. Et donc ces cookies servaient à de la publicité notamment. Et donc ce sont donc des cookies, ce qu'on appelle third party, qui nécessitent consentement. Donc c'est pas forcément malveillant de la part du propriétaire. Parfois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être tout simplement un problème de configuration de la CMP avec l'ensemble des partenaires. Et ça va faire le lien justement avec le troisième cas, où on va vous parler de la relation avec les partenaires présents sur votre site internet. Alors juste avant, effectivement, on a aussi quelques questions par rapport à ce qu'on vient d'aborder. La première chose, c'est que j'aimerais revenir, effectivement, remarque très pertinente, j'aimerais revenir sur ce qui avait été dit. Quand je disais les deux consentements sont corollaires, c'est plutôt sont en lien dans le sens où ça bénéficie, on a besoin d'un acte positif et on répond quand même aux mêmes conditions, que ce soit d'information. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre formulaire de contact
sur votre site internet, vous allez devoir avoir aussi une information qui soit claire, etc. Que ce soit pour les cookies ou que ce soit pour la gestion, par exemple, de votre formulaire, de votre newsletter ou autre. Vous allez ici avoir les mêmes conditions pour les deux consentements. Donc, effectivement, le terme n'est pas corollaire, mais dans le sens, la mise en application est effectivement extrêmement liée. Ensuite, on avait une question, Damien, qui était celle de savoir si on avait des outils qui existaient et qui permettaient déjà le classement par catégorie de cookies. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des outils qui permettront de vérifier qu'un cookies de publicité, par exemple, ne figure pas dans les fonctionnels? Donc, je pense que ça dépend des CMP. Nous, on a une manière chez Didomi d'aborder le sujet. On a un focus partenaires et vendors en fait. Et donc, quand vous configurez la CMP de Didomi, il y a une étape, la troisième étape, donc, qui permet de sélectionner les vendors qui sont présents sur votre site. Et c'est pour ça que c'est important de faire un audit au préalable. Donc, on a un outil aussi à vous proposer pour ça, qui inclut donc avec la CMP, qui vous permet de faire un mapping de l'ensemble des vendors. Et donc, en sélectionnant les vendors sur la configuration de la CMP, ces vendors, nous, on a déjà pré-rempli en fait les fonctionnalités pour lesquelles ces vendors sont utiles. Puisque voilà, il y a certains standards là-dessus. On va vous en parler justement dans la section suivante. Et il y a la possibilité, tout simplement, si des vendors sont pas dans les listes que nous avons remplies. On a beaucoup de vendors dans cette liste, mais il se peut que certains vendors ne fassent pas partie de la liste. C'est possible pour l'utilisateur de rajouter un vendors. Donc il y a différentes étapes pour ça, et donc de préciser l'ensemble des finalités que le propriétaire du site pourrait avoir besoin pour ce vendors-là, en fait. Donc on passerait par une configuration préalable quand même pour chacun des vendors. Si le vendors n'existe pas, oui, voilà. Et après, c'est aussi un peu le but de cette troisième partie. Ça va être de vous expliquer justement aussi, voilà, de bien vérifier les contrats qui vous lient avec certains vendors ou les conditions générales d'utilisation pour voir en fait quelles sont les finalités que eux vont avoir besoin pour pouvoir faire fonctionner leur service. On a une autre question qui est celle de savoir comment on peut gérer une demande d'effacement qui peut être effectuée par un utilisateur face à, bien évidemment, cette nécessité de conservation de la preuve du recueil du consentement, par exemple, au dépôt des cookies. Alors, sur cette question-là, c'est assez simple dans le sens où ce qui est nécessaire, c'est de vous couvrir évidemment donc en garantissant que vous allez bien évidemment garder un certain nombre d'informations, parce que pour le recueil du consentement sur tel ou tel cookies, vous allez en avoir besoin. Et puis gérer votre demande d'effacement. Il ne faut pas oublier que lorsque vous êtes confronté à une demande d'exercice de droit, en application des principes qui sont posés par le RGPD, vous allez, en tant que responsable de traitement, apprécier et qualifier cette demande d'exercice de droit. Si on considère que cette demande, elle contrevient à certaines obligations ou qu'elle contrevient même manifestement à la base légale de votre traitement, c'est-à-dire que, là je vous donne un exemple qui n'est pas en lien, si vous avez un traitement qui va être, je ne sais pas moi, qui va découler de l'exécution d'une obligation légale. Évidemment que là, si une personne souhaite exercer son droit à l'effacement, vous allez mettre ça en perspective avec votre obligation de vous soumettre à cette, comme je disais, obligation légale. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait vous opposer à la réalisation de cette demande d'effacement en justifiant, bien évidemment, en exposant la raison pour laquelle vous devez vous y opposer. Et si on considère qu'on a besoin d'une interprétation qui va plus loin, alors on passe au niveau supérieur, j'ai envie de dire, et on peut demander conseil à la CNIL, etc., pour l'appréciation. Là, dans le cadre du recueil du consentement pour les cookies et la gestion d'une demande d'effacement, déjà, on va considérer aussi que l'utilisateur, il est dans un sens un peu plus autonome. C'est-à-dire que quand on va déposer des cookies sur le terminal, l'utilisateur a également des possibilités de paramétrage et de suppression des cookies qui vont être déposés sur son terminal. Donc, on a une première phase. Ça n'empêche pas, bien évidemment, la personne qui va gérer la plateforme de s'assurer qu'on peut déposer, on peut effectivement supprimer les cookies qui peuvent être déposés. Et à ce moment-là, il faudra simplement s'assurer
que ça ne contrevient pas à une activité qui va être en lien avec le recueil du consentement. Donc, si, par exemple, c'est en lien avec de la publicité et que ça peut malmener certaines activités, vous devrez mettre ça en perspective et vérifier si oui ou non vous pourrez bien procéder à la réalisation de la demande d'effacement. Globalement, sur des cookies, on est quand même sur des cas moins compliqués que sur des cas que vous pourrez retrouver justement parce que vous avez une obligation légale ou parce que vous allez répondre à une exécution d'une mission de service public. Donc vraiment sur les bases légales de traitement au sens large du terme. Si je ne suis pas assez complète, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je préciserai ça davantage dans le livre blanc sur la réponse. Donc, sur ce troisième cas, qui est celui d'étudier la relation avec les partenaires, et après le teasing que nous a déjà fait Damien sur ce point, on voulait vous en parler puisque on peut se poser la question de savoir mais en quoi la gestion avec les partenaires, ça peut être vraiment une erreur qui est fréquente. Et on s'est rendu compte avec nos retours d'expérience que c'était vraiment quelque chose qui revenait régulièrement. C'est-à-dire que justement, parce qu'il existe une multitude de partenaires qu'on connaît mais aussi qu'on ne connaît pas, on est soumis à des risques. Et globalement, c'est assez simple puisqu'on va constater qu'on a plein de contenus qui peuvent venir d'autres domaines. C'est-à-dire que sur votre site Internet, il est assez commun d'ailleurs, on le voit, d'avoir, par exemple, des espaces Twitter sur des plateformes ou ce genre de choses. Et bien, typiquement, quand vous allez intégrer du contenu de sites web qui ne sont pas celui de votre domaine, eh bien, à ce moment-là, le contenu que vous allez avoir publié pourra également utiliser des cookies tiers pour suivre la navigation de l'utilisateur sur votre site à vous. Donc, c'est en ça qu'il faut vraiment bien maîtriser ces partenaires. Et puis, bien évidemment, lister l'ensemble des partenaires, lister l'ensemble des cookies qui peuvent être déposés par ces partenaires, c'est aussi contribuer à garantir la clarté et l'information, le caractère complet de l'information que vous allez fournir. Évidemment, dans nos retours d'expérience, on s'est rendu compte, et vous vous en doutez, qu'un partenaire qui n'était pas conforme aux principes du RGPD, mais également aux règles qui pouvaient figurer dans les lignes directrices de la CNIL et dans les recommandations qu'elle pouvait soumettre, eh bien, c'était un risque de non-conformité pour vous et pour votre site Internet. Donc, c'est vraiment en ça qu'il faut vous couvrir et qu'il faut vraiment s'assurer que vous ne vous exposez pas trop facilement à ce genre de risques qui peuvent être pourtant maîtrisés. Ne pas maîtriser la chaîne des partenaires, c'est également montrer finalement que vous avez une mauvaise gestion des cookies et vous-même vous exposer à des risques. Et d'autant plus que lorsque vous allez avoir une relation avec un partenaire, vous allez forcément être basé sur une relation économique qui, normalement, doit être équilibrée. Lorsque vous travaillez avec un partenaire, vous devez chacun tirer profit. Si là, vous vous rendez compte que votre relation, elle est déséquilibrée, que celui qui va intégrer son contenu sur votre site, celui qui va déposer des cookies à votre insu, puisse bénéficier des informations de vos utilisateurs, outre les risques, vous allez évidemment avoir un gros déséquilibre économique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant sur l'existence de ces partenaires qui vont déposer des traceurs sur le terminal de l'utilisateur qui passera par votre site à vous. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie qu'il faudra être vigilant sur un certain nombre de points et prendre en compte plusieurs éléments pour anticiper et éviter une mauvaise gestion de cette relation partenaire et donc éviter des risques et des sanctions qui pourraient forcément être potentiellement élevées. Vous allez donc identifier la chaîne de vos partenaires qui peuvent collecter des données via les traceurs qu'ils peuvent déposer sur le terminal de l'utilisateur qui naviguera sur votre site. Vous allez identifier l'outil contractuel ou à tout le moins le cadre dans lequel vous vous inscrivez avec ce partenaire. Vous allez avoir des partenaires, par exemple, qui vont effectuer des développements sur votre site et qui peuvent potentiellement déposer des cookies. Et on l'a vraiment vu, nous, chez Kaora, chez certains clients. Et là, il faut s'assurer que dans l'outil contractuel que vous allez utiliser avec eux, vous allez bien cadrer aussi le dépôt de ces cookies et l'utilisation de ces cookies. Outre ce point, vous allez avoir bien évidemment certains partenaires qui sont entre guillemets inaccessibles. Je pense notamment aux réseaux sociaux qui vont quand même déposer des cookies, mais où vous n'allez pas aller voir Mark Zuckerberg, président de Facebook, pour lui demander d'aller signer votre petit contrat. Vous allez forcément vous référer aux conditions d'utilisation de cette plateforme. Et sur ce point, vous allez pouvoir notamment vigiler les autorisations qu'il s'octroie, etc., pour être sûr que vous ne soyez pas trop mise à mal, entre guillemets, par votre partenaire. Vous allez bien évidemment vous assurer aussi de sa conformité aux dispositions de la loi informatique et liberté et aux recommandations de la CNIL et bien évidemment aux lignes directrices.
Et puis, vous allez surtout essayer de cadrer. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mon partenaire va déposer tel cookies et tel cookies, mais pourquoi est-ce qu'il en a besoin? Et est-ce que ça va à l'encontre de mon activité? Est-ce que ça va dans le sens de mon activité? Est-ce que ça va surtout bénéficier à l'utilisateur? Puisque, comme vous le faisiez remarquer aussi très justement, toute la gestion de ces cookies et toutes ces règles qui sont applicables, elles sont notamment applicables parce qu'on prend en compte la transparence que l'on doit à notre utilisateur pour renforcer la confiance de l'utilisateur, de l'internaute, lorsqu'il va naviguer sur notre site. On n'oublie bien évidemment pas, lorsque c'est possible, d'auditer son partenaire, aussi bien pour vérifier la réalité de ses engagements au niveau de sa conformité, mais évidemment pour vérifier que lui aussi respecte bien le recueil du consentement, si c'est le cas, et surtout qu'il respecte la durée de conservation. Damien en reparlera davantage tout à l'heure. Et puis enfin, n'oubliez pas que le dépôt des cookies qui va se faire sur le terminal de l'internaute, eh bien, il va se faire et on va avoir une multitude de cookies qui, selon les partenaires, peuvent avoir des noms différents, peuvent avoir des appellations différentes. Et étant donné que la source d'information principale va se retrouver sur votre site à vous, c'est à vous de vous assurer que cette information, elle soit claire et concise et harmonisée. Donc, si vous avez différents noms de traceurs de différents partenaires, c'est à vous de faire l'effort d'uniformiser le nom de ces traceurs pour avoir une information complète et qui soit bien évidemment accessible et assimilable par votre utilisateur. Et donc, tous ces points que je viens de vous édicter sur les partenaires, on le retrouve notamment avec l'exemple qu'a indiqué tout à l'heure Damien et qui va encore vous remettre sur la voie. Donc tout à l'heure, on vous conseillait avec Mégane de faire une veille et un audit des scans assez réguliers de vos sites pour être sûr que des partenaires ou des vendors ne soient pas ajoutés depuis la dernière fois que vous avez configuré votre CMP. Donc je reprends cet exemple du mapping. Donc on peut voir qu'il peut y avoir plusieurs niveaux sur certains. Voilà, par exemple, on peut voir ici du Tag Manager, ensuite du Google Analytics, ensuite du DoubleClick. Donc ça, c'est un site e-commerce que j'ai pris comme exemple, donc un site qui est plutôt simple. Il n'y a pas forcément beaucoup de vendors présents. Si on prend un site de médias, par exemple, on peut aller on peut avoir beaucoup plus de vendors présents sur le site, notamment des régies pub. Et ces régies pub peuvent faire appel à d'autres régies pub ou d'autres vendors, et c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir être capable de faire ce mapping régulier. Car on l'a déjà indiqué, mais si vous n'avez pas indiqué certains des partenaires et que ces nouveaux partenaires non identifiés déposent des cookies, ça peut vous êtes à risque en fait à cause de ces partenaires. Donc important de pouvoir faire un mapping et d'être bien conscient de ce qui se passe sur son site internet. Alors comment se passe en fait le partage du consentement avec ses partenaires. Donc là, j'ai pris l'exemple Les Échos, par exemple. On peut voir à nouveau qu'il y a plein de partenaires. Hein. Ils sont pas tous listés sur le screen, mais si la prochaine fois que vous visitez le site Les Échos, vous irez sur la CMP pour regarder les partenaires présents. Donc comment est-ce que le propriétaire du site Les Échos peut communiquer l'ensemble des consentements facilement avec ses partenaires? C'est grâce à un framework qui a été créé par l'IAB, International Advertising Bureau. Et donc le nom de ce framework, c'est le TCF, le Transparency Consent Framework. C'est en fait c'est un framework qui permet de standardiser la chaîne de consentement. C'est-à-dire, OK, comment est-ce que nous, partenaires de sites internet qui formons l'IAB, nous allons pouvoir récupérer de façon uniformisée le consentement. C'est grâce à cette chaîne de consentement. Et donc, qui dit chaîne de consentement, dit aussi standardisation des finalités. Et donc, en utilisant le framework de l'IAB, on va pas forcément rentrer beaucoup plus dans le détail, c'est pas le sujet du jour, mais une des possibilités, c'est d'appliquer en fait le TCF de l'IAB sur votre site si vous avez plusieurs vendors qui rentrent dans ce cadre. Et donc ici, on peut voir en fait donc il y a un ID utilisateur auquel est rattaché un token, et ce token contient donc la chaîne de consentement qui sera transmise à l'ensemble des partenaires pour refléter fidèlement le consentement des utilisateurs pour chaque finalité, le consentement ou le non-consentement.
On a parlé tout à l'heure aussi de la durée de vie des cookies. Il faut savoir donc en France, la durée des cookies ne doit pas être plus longue que 12,9 mois. Euh, et donc c'est important voilà, de garder un œil sur le type de cookies qui sont déposés sur vos sites et bien faire attention en fait que vos partenaires respectent cette règle. Par exemple, ici, on peut voir que par défaut, Google Analytics dépose un cookie qui a une durée de vie de 24 mois. Donc ça, en France, c'est pas possible. Il faut bien faire attention à configurer, si vous utilisez Google Analytics, la durée de vie des cookies. Et après, on peut voir également ici qu'il y a dans l'exemple, il y a d'autres cookies qui se déposent et qui ont une durée de vie supérieure à 2,9 mois. On peut voir que ça peut monter jusqu'à 10 ans, ce qui n'est du coup absolument pas nécessaire au regard de la CNIL. Donc, nous, ce qu'on conseille à partir d'un moment où il y a plusieurs vendors présents sur un site internet, c'est d'utiliser un tag management system. Donc, il y en a plusieurs sur le marché. Il y a des TMS comme Commander's Act, Eulerian, Google Tag Manager ou Tilium. Et si vous utilisez TMS, c'est important de s'assurer également que la CMP puisse communiquer correctement avec ces outils. Puisqu'en fait, ces outils vont permettre le déclenchement ou non de l'ensemble des partenaires qui sont présents sur le site. Merci beaucoup pour votre attention. On va prendre les questions avec Mégane. Ouais. On a une question qui nous était posée et qui était celle de savoir si les CMP américaines sont concernés par l'invalidation du Privacy Shield. Donc, sur ce point, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que, et je pense que Damien, tu pourras me couper si je me trompe, mais les CMP, on est d'accord que vous récoltez quand même un minimum d'informations sur les cookies, sur la gestion des cookies sur les plateformes. C'est-à-dire, est-ce que lorsque vous utilisez lorsque quelqu'un fait appel à ton CMP, est-ce que vous avez potentiellement accès à certaines informations, que ce soit la personne qui va paramétrer le CMP ou que ce soit certains cookies? Donc, nous, en tant que CMP, on a accès à quelques données personnelles. On est considéré en tant que CMP comme un outil nécessaire, forcément, Ouais. parce que sans CMP, on peut pas communiquer avec les partenaires. Donc c'est pour ça que la CMP n'a pas besoin de donner le consentement pour la CMP. La CMP fait partie des cookies first. Donc oui, il y a plusieurs données personnelles que la CMP va récupérer. Par exemple, on va lire, on va pas la récupérer, mais on va lire l'adresse IP d'un utilisateur pour être capable en fait de lui apporter l'information claire, et ça passe notamment, comme l'a expliqué tout à l'heure Mégane, par la langue. C'est-à-dire que si on a un utilisateur espagnol qui vient sur un site français, et que le propriétaire du site français est un site international, il faut être capable de pouvoir lui afficher la CMP dans sa langue pour que justement il puisse comprendre à quoi vont servir le partage des données. Ces informations. Et ces informations, elles sont stockées, j'imagine qu'elles sont stockées sur des serveurs qui peuvent être OVH ou autres, ou voilà, elles sont quand même stockées quelque part. Donc oui, ces informations. Alors nous, de notre côté, on utilise ces données personnelles, mais on va pas stocker ces informations. Nous, la seule information qu'on va stocker, en fait, c'est le consentement d'un utilisateur. Donc l'utilisateur est anonymisé et est anonyme. Enfin, c'est relié juste à un ID utilisateur, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce qu'on va stocker, voilà, c'est la date, l'heure et le contenu en fait du consentement. Et si ensuite évidemment il y a eu des changements au fur et à mesure. On va pas nous savoir que votre hobby c'est de faire du football ou regarder Netflix. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, Damien, c'est que globalement vous avez quand même potentiellement, donc vous en tant que CMP, mais je ne sais pas quelles sont les pratiques de tous les autres CMP qu'il peut y avoir sur le marché, mais ce que ça signifie, c'est qu'il y a quand même un traitement de données qui est effectué, puisque je rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont peut-être oublié, c'est que un traitement de données personnelles, ça peut être bien évidemment du stockage, mais ça peut être aussi une simple consultation. Et partant, à partir du moment où on a accès à des informations, on peut sous-entendre que les CMP qui sont
américaine. Je ne sais pas si on dit une CMP ou un CMP. Oui, CMP, mais... Voilà. mais j'en sais rien. Peuvent forcément être concernés par l'invalidation du Privacy Shield, d'autant plus si on a des informations qui sont, par exemple, stockées dans des serveurs qui sont aux États-Unis ou en tout cas qui sont envoyés vers les États-Unis. Donc oui, je pense qu'effectivement, elles peuvent être concernées par l'invalidation du Privacy Shield. De toute façon, depuis l'invalidation, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que aujourd'hui, j'ai des conditions qui me permettent de continuer une activité saine et tranquille? Est-ce que c'est indiqué clairement par la CNIL? Est-ce qu'il fait partie d'autres accords auxquels il peut se rattacher? Et à ce moment-là, si ce n'est pas le cas, bah, il faut forcément penser à des outils qui peuvent voilà, contrebalancer ce point. Et c'est vrai pour les CMP, mais c'est vrai pour tous les autres prestataires américains auxquels vous faites appel. Que ce soit du Mailchimp, que ce soit vraiment tous les outils que vous allez utiliser, il faut vérifier que vous avez bien des garanties contractuelles qui sont suffisantes pour garantir une bonne activité et notamment le transfert des données entre, par exemple, la France et les États-Unis. Exactement. La partie contractuelle est importante, ouais. C'est ça. Sur les partenaires. Et puis, il faut surtout pas oublier là que globalement, on vous parlait d'ailleurs tout à l'heure de tout ce qui était les sanctions Google, les sanctions Amazon, les sanctions Carrefour. Les sanctions qui ont été prononcées par la CNIL, elles ont clairement été prononcées dans le prisme de la deadline de mars 2021 avec les lignes directrices et les recommandations. Donc, et je pense que ça va vraiment continuer en avançant. Donc, il faudra vraiment être vigilant, aussi bien sur les transferts que vous allez faire de données que sur toutes les garanties que vous allez pouvoir apporter. On est vraiment dans ce mécanisme de preuve, de réflexion personnelle, dans le sens où c'est à vous de ménager votre preuve, et c'est à vous de ménager le fait d'apporter la preuve que vous avez bien été en conformité. Donc vigilez bien ça et soyez attentifs à votre site internet, puisque je rappelle que c'est votre vitrine, c'est la première chose potentiellement qu'un utilisateur, un futur consommateur va voir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous, typiquement, tous nos clients, on les conseille vraiment en premier lieu sur la vitrine. Et pensez bien à vigiler votre vitrine, et après, par la suite, vous pourrez évidemment vous pencher davantage sur la conformité du reste. Mais donc, pensez à utiliser des outils qui peuvent vous aider dans la gestion de vos cookies, comme des outils qui sont proposés par Damien. Et n'oubliez pas d'auditer régulièrement vos sites. Et si vous ne savez pas le faire, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui sauront le faire. Voilà. Damien, je ne sais pas si tu as des choses, si tu souhaites répondre encore à d'autres questions, si tu as des choses à rajouter. Sur ce point-là, non, mais je vois qu'il y a d'autres questions. Donc il y a une question de André qui demandait est-ce que certains cookies ou trackers first party peuvent être déclenchés avant le consentement? Donc oui, c'est tout à fait ça. S'ils sont first party, ils peuvent être déclenchés avant le consentement. Et donc il y a plusieurs règles à respecter pour être un cookie first party. Comme je disais tout à l'heure, la CMP fait partie de ce type d'acteurs qui bénéficient donc de l'exemption de consentement. Donc ça, on a répondu. Comment gérez-vous? Donc ça aussi, on a répondu. Ouais, normalement, je découvre certaines questions au fur et à mesure. Voilà, c'est plutôt pas mal de poser des questions au fur et à mesure, effectivement. De type Google Analytics, depuis l'érogation du Privacy Shield. Globalement, en fait, ça inclut exactement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la gestion des outils américains. C'est-à-dire que là, typiquement, Damien, en plus, avec son exemple, l'a parfaitement montré. Par défaut, le cookie que tu nous montrais, il était paramétré avec une durée de conservation de 24 mois. Donc déjà, rien que ça, sur la gestion de son Google Analytics, il faudra être vigilant sur la configuration des durées de conservation des cookies qui peuvent être déposés. Et puis au-delà de ça, à partir du moment où vous utilisez cet outil, vous devez bien évidemment cadrer l'utilisation de cet outil. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire? Est-ce qu'il va y avoir des transferts d'informations? Quel type d'informations vont être concernées? Est-ce que, voilà, et globalement, si vous avez un outil qui va impliquer la réalisation de traitements de données, et pensez bien aux données au sens large du terme, c'est-à-dire pas que les données directes, mais aussi les données indirectes, ou celles qui peuvent être croisées, alors à ce moment-là, oui, il y aura forcément un impact. Je ne sais pas quelle est ta position sur ce point, Damien. Ouais. Mais globalement, je pense que oui, il va y avoir un impact. Et voilà. Ouais, mais c'est un peu la complexité, en fait, parce que je dirais pas chaque pays, mais presque chaque pays a un petit peu sa régulation. C'est-à-dire que même au sein du RGPD en Europe, la France et l'Espagne, par exemple, n'ont pas les mêmes règles.
Et le web, par définition, il n'y a pas de frontières justement. Donc c'est sûr que ça peut être compliqué de pouvoir appliquer les règles pour chaque pays. Nous, on a quand même une chance en France, dans un sens où où c'est très strict. L'application du RGPD est très stricte, et donc en étant conforme en France, en général, on est conforme dans tous les autres pays. donc ça, c'est sûr. Mais voilà, il faut bien prendre conscience, voilà, en utilisant parfois des partenaires justement qui sont pas sur le sol français, et souvent avec des pays un petit peu plus libres, type les États-Unis. Il faut bien configurer pour pouvoir être conforme dans son pays. Et puis j'ajouterais aussi que on parle là de Google Analytics, mais c'est aussi parce que ça concerne les GAFA et les GAFAM au sens large du terme, qui forcément vont pouvoir voilà, s'autoriser certaines choses, certains comportements. On le voit bien là avec les sanctions de la CNIL, on voit bien avec les positionnements des autorités européennes, enfin surtout d'ailleurs de l'autorité de contrôle irlandaise, qu'on a quand même une prise de position forte face à ces acteurs-là. Donc il faut aussi se méfier forcément dans un sens des outils qu'ils peuvent proposer. Et puis comme le disait très justement Damien, sur le marché aujourd'hui lié à l'utilisation d'Internet et globalement du web, on a encore voilà, des problèmes d'harmonisation de règles. Et c'est aussi pour ça que l'Europe aujourd'hui se positionne. La Commission européenne s'est positionnée d'ailleurs mardi en présentant 2 textes sur justement l'utilisation des services en ligne, notamment pour essayer de réguler tout ça. Et c'est en ça qu'il faut être vraiment vigilant, parce que je pense qu'on va accroître, en tout cas l'Union européenne va accroître de plus en plus les outils pour essayer de lutter contre ça. Donc vérifiez et anticipez déjà aussi sur votre site internet que tous les outils que vous utilisez, et là on dépasse le cadre des cookies, seront conformes potentiellement à des projets qui sont déjà mis en place. Ça c'est un point que je vous conseille vraiment d'avoir, c'est continuer à faire votre veille régulière pour vous assurer que ce que vous êtes en train de mettre en place, vous pouvez déjà l'anticiper, surtout s'il y a des gros développements ou des gros paramétrages à faire. Donc j'ai vu une question concernant Zendesk. Oui. Ah oui, c'est dans c'était dans le chat. Ouais. Donc je vais regarder moi tout simplement si on l'a. Je pense que ça va. Ouais. Vas-y, le temps que tu regardes, je reprécise pour ceux qui ne l'ont pas vu. La question, c'était de savoir si des plateformes de support B2B, comme à titre d'exemple Zendesk, déposaient des cookies. J'essaie de trouver un exemple en live directement pour pouvoir vous répondre et être sûr de ne pas dire de bêtises. Moi, je dirais que oui. Moi aussi, j'aurais tendance à dire que oui. Mais... J'aurais tendance à dire que oui, hein, mais je pense que ça, c'est à vérifier justement. C'est aussi à ça hein, que servent les outils d'audit. Au moins, vous êtes sûr de vraiment rien louper. Ça vous permet de flaguer en fait l'ensemble des partenaires et surtout le type de cookies qu'ils déposent, parce que voilà, au moins vous êtes sûr de pouvoir rien louper. Mais je pense que oui. Je vais essayer de retrouver un exemple chez nos clients. Alors, on a une autre question qui est celle de savoir s'il existe des plateformes pour gérer la conformité en règle générale, c'est-à-dire la conformité, j'imagine, aux règles du RGPD et à toutes les règles qui peuvent de toute façon découler des actions de la CNIL. On a effectivement des plateformes qui existent. On a plusieurs éditeurs sur le marché qui proposent des outils qui vous permettent de suivre votre chantier. Évidemment, je tiens déjà à vous prévenir, même si ces plateformes existent, il faut savoir les piloter. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une plateforme qui va nous aider à concentrer toutes les informations de notre chantier que ça veut dire que notre chantier sera conforme, premièrement, parce qu'on peut peut-être indiquer des informations qui ne sont pas forcément bonnes dans les plateformes. Et au-delà de ça, il faut quand même de toute façon ce regard de DPO, ce regard d'expert sur ce sujet. Donc, vous pouvez tout à fait vous renseigner sur des plateformes qui existent. Caora, par exemple, en propose une aussi. Et il y a des plateformes effectivement qui proposent d'intégrer ce consentement, mais on n'oublie surtout pas d'avoir ce regard professionnel, d'avoir le DPO derrière qui va chapeauter les informations, potentiellement selon l'organisation que vous avez, des référents RGPD ou toute autre instance ou personne au sein de votre structure qui va vous garantir une conformité totale, que ce soit par la gestion du consentement aux cookies, mais que ce soit aussi sur l'ensemble des chantiers qui sont liés à votre mise en conformité aux règles du règlement européen sur la protection des données.
Damien, est-ce que tu avais un autre point peut-être? Je ne sais pas si tu as eu le temps de trouver l'information. C'est parce que je lance des audits de sites en fait, au fur et à mesure et ça prend un peu de temps, donc donc j'ai pas. Mais je pense que oui, je pense que Zendesk doit utiliser des cookies pour pouvoir fonctionner. En tout état de cause, là, l'ensemble des questions que vous nous avez posées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va les reprendre, nous, en tout cas, chez Kaora, dans le livre blanc qui va sortir en janvier sur les cookies et les nouvelles régulations proposées par la CNIL. Et on va reprendre toutes ces informations-là. Comme ça, Damien aura fini son audit et on pourra vous répondre de manière sûre sur ce point. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a balayé globalement les points. Mais bon, en tout état de cause, si vous avez des questions, vous pouvez quand même toujours nous les poser en vous adressant aussi bien à Damien qu'à moi. On est tout à fait disponible, on peut répondre à vos questions sans aucun souci. Vous retrouverez normalement le support plus après et je pense que toutes ces informations-là, effectivement, sont actuellement données par Amy en live. Donc, vous pourrez retrouver le replay sur le lien qui est mis là dans le chat. Vous pourrez également retrouver, donc, comme je vous le disais, le livre blanc avec l'ensemble des principes et puis la réponse aux questions peut-être un peu plus détaillée, un peu plus structurée. Et en tout état de cause, on vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci pour vos questions. Ça a été même très instructif pour nous aussi. Et puis, on vous souhaite surtout de bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous reposer, à vous requinquer pour vraiment bien mettre en conformité votre site internet d'ici mars 2021. Et n'hésitez pas aussi à faire appel aussi bien à Didomi si vous avez besoin de questions pour les CMP ou à Kaora si vous avez besoin de questions plus générales sur votre mise en conformité, que ce soit votre site ou votre structure. Merci à tous. Merci à tous et bonne fête également. Et puis merci à toi Damien, c'était super de te présenter ça avec toi. Un plaisir également. À très bientôt. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir.